Personne dans la banlieue tranquille d'Edison, dans le New Jersey, n'aurait pu imaginer ce qui se passait derrière les portes closes de la résidence Kumar. Pour tous les habitants de Maple Street, Priya Kumar semblait incarner les valeurs traditionnelles indiennes transposées sur le sol américain, une épouse dévouée, une mère aimante et un pilier de la communauté indo-américaine très soudée. À 42 ans, Priya avait passé les 18 dernières années à construire ce qui semblait être une vie parfaite. Elle avait épousé Rajesh Kumar dans le cadre d'un mariage arrangé à Mumbai, et ensemble, ils avaient immigré aux États-Unis à la recherche de meilleures opportunités. Rajesh travaillait de longues heures en tant que consultant en informatique, voyageant souvent pendant plusieurs semaines d'affilée, tandis que Priya s'occupait de leur foyer et élevait leurs 2 enfants, leur fille Anjali, âgée de 16 ans, et leur fils Arjun, âgé de 13 ans. La famille Kumar vivait à côté de la famille Mehta, une autre famille indienne qui était devenue leur meilleure amie en Amérique. Sunita Mehta était la confidente de Priya, la personne qu'elle appelait lorsqu'elle se sentait nostalgique ou dépassée. Leurs familles célébraient Diwali ensemble, fréquentaient le même temple, et leurs enfants avaient grandi comme des cousins. Le fils de Sunita, Dev Mehta, avait 23 ans. Il venait d'obtenir son diplôme à l'université Rutgers et était revenu vivre chez ses parents pendant qu'il cherchait un emploi. Beau, charmant et né aux États-Unis, Dev représentait tout ce que la génération de Priya avait sacrifié pour offrir à ses enfants. Il était sûr de lui là où elle se sentait incertaine, à l'aise dans la culture américaine, là où elle se sentait encore étrangère après près de 2 décennies. Ce qui avait commencé de manière innocente allait se transformer en un cauchemar qui détruirait les 2 familles. Tout a commencé à l'été 2019. Rajesh avait accepté un contrat de 6 mois en Californie et ne rentrait à la maison qu'une fois par mois. Priya se retrouvait seule la plupart des soirs, les enfants étant occupés par leur propre vie. Anjali était absorbée par ses études pour préparer l'université. Arjun était constamment à l'entraînement de football ou jouait à des jeux en ligne avec ses amis. La solitude s'est installée lentement. Priya se tenait à la fenêtre de sa cuisine, regardant les autres familles, dans la rue, rire ensemble autour d'un barbecue. Les couples se promenaient main dans la main le soir. Après 20 ans de mariage, elle ne se souvenait plus de la dernière fois où Rajesh lui avait tenu la main ou lui avait demandé comment s'était passée sa journée, au-delà d'un « tout va bien » superficiel. Dev a commencé à aider Priya dans les petites tâches ménagères. Il a d'abord réparé un robinet qui fuyait, ce que Priya ne voulait pas demander à Rajesh pendant ses semaines de travail chargées. Puis il l'a aidé à déplacer des meubles, à installer le nouveau routeur Wi-Fi, à utiliser diverses applications sur son smartphone. « Tante, vous n'avez pas besoin d'appeler un réparateur pour tout », disait Dev avec son sourire américain facile. « Je suis juste à côté. » Priya appréciait son aide, mais plus encore, elle appréciait l'attention qu'il lui portait. Dev l'écoutait vraiment quand elle parlait. Il lui posait des questions sur sa vie avant le mariage, sur son rêve abandonné de devenir enseignante, sur la poésie qu'elle avait cessé d'écrire depuis des années. Il lui donnait le sentiment d'être vue d'une manière qu'elle n'avait pas connue depuis des années. Les conversations s'allongeaient. Ce qui avait commencé par de brefs échanges pendant que Dev réparait quelque chose s'était transformé en discussion d'1 heure autour d'un chai dans sa cuisine. Priya se disait que c'était innocent. C'était le fils de sa meilleure amie, assez jeune pour être son propre enfant. Mais la vérité était plus compliquée. Elle a commencé à s'habiller avec plus de soin les jours où elle savait que Dev pourrait passer. Elle vérifiait son reflet plusieurs fois, ce qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Elle se surprenait à sourire à son téléphone lorsqu'il lui envoyait un SMS pour lui dire qu'il passerait plus tard. Le premier signe avant-coureur est apparu en octobre. Sunita a mentionné avec désinvolture, lors de leur visite hebdomadaire au temple, que Dev semblait passer beaucoup de temps chez les Kumar. « Il a toujours été serviable », dit Sunita d'un ton léger, mais avec un regard vigilant. « Mais Priya, les gens parlent. Tu sais comment est notre communauté ?» Priya sentit son visage s'empourprer.
Il est juste un bon voisin, Didi. Tu sais que Rajesh n'est jamais à la maison. C'est exactement ce qui m'inquiète, répondit Sunita calmement. Tu devrais peut-être demander à Rajesh de rentrer plus souvent à la maison. Mais Priya n'appela pas Rajesh. Au lieu de cela, elle se dit que Sunita exagérait, qu'il n'y avait rien de mal à être ami, que la communauté indienne était simplement trop conservatrice et critique. L'escalade s'est produite progressivement, si progressivement que plus tard, Priya aurait du mal à identifier exactement quand la ligne avait été franchie. La main de Dev qui s'attardait sur la sienne lorsqu'il lui tendait une tasse de thé. Le fait de s'asseoir plus près d'elle sur le canapé lorsqu'ils regardaient un film de Bollywood ensemble. Les compliments qui sont passés de « Tu es une excellente cuisinière, tante » à « Tu es magnifique aujourd'hui ». L'après-midi du 15 novembre a tout changé. Priya était dans sa chambre, essayant de décider quoi porter pour un événement communautaire prévu le soir même. Dev était passé pour déposer du courrier qui avait été livré par erreur à leur domicile. Il l'a trouvé debout devant son miroir, tenant 2 saris différents. « Le bleu » a-t-il dit depuis le seuil de la porte, la faisant sursauter. « Il est assorti à tes yeux. »« Dev, tu ne devrais pas être à l'étage. » dit Priya, mais sa voix manquait de conviction. Il s'approcha, lui prit les saris des mains et les posa sur le lit. « Pourquoi pas? Nous sommes amis, non ?» Ce qui se passa ensuite se rejoua 1000 fois dans l'esprit de Priya. Le moment où sa main toucha sa joue, le moment où elle ne s'était pas écartée, le moment où tout ce sur quoi elle avait bâti sa vie avait commencé à s'effondrer. La liaison, car c'était bien de cela qu'il s'agissait, même si Priya avait passé des semaines à refuser de l'appeler ainsi, devint dévorante. Il se voyait quand Rajesh était absent, quand les enfants étaient à l'école, dans l'espace dangereux entre 14h et 17h, quand le quartier était calme et que Sunita était au travail. Priya, qui avait été une épouse fidèle pendant 18 ans, qui n'avait jamais même regardé un autre homme, se retrouva à organiser ses journées autour de ses heures volées. Elle se sentait vivante comme elle ne l'avait plus été depuis avant son mariage, depuis avant qu'elle ne devienne simplement la femme de Rajesh et la mère d'Anjali et d'Arjun. Mais Dev voulait plus que des rendez-vous secrets l'après-midi. Il a commencé à parler de leur avenir ensemble, du fait que l'âge n'avait pas d'importance, qu'ils pouvaient recommencer ailleurs. Âgé de 23 ans et confiant dans son individualisme américain, Dev ne pouvait pas comprendre le poids des obligations culturelles de Priya, sa peur de la honte, l'impossibilité de ce qu'il suggérait. « Quitte-le » a insisté Dev un après-midi de décembre, alors qu'ils étaient allongés ensemble dans sa chambre. « Tu n'es pas heureuse, tout le monde peut le voir. »« Ce n'est pas si simple, » murmura Priya. « Tu ne comprends pas notre communauté, nos obligations familiales. Je ne peux pas simplement... »« Tu veux dire que tu ne veux pas ?» l'interrompit Dev, une pointe d'amertume dans la voix. « Tu veux me garder comme ton secret pendant que tu joues le rôle de l'épouse indienne parfaite pour tout le monde. » Les premières fissures apparaissaient dans leur dangereuse romance, mais aucun d'eux n'aurait pu prédire à quel point tout cela allait finir de manière catastrophique. Les vacances d'hiver 2019 ramenèrent Rajesh à la maison pour 3 semaines. Et Priya se retrouva à jouer un rôle qu'elle ne reconnaissait plus. Elle cuisinait ses plats préférés, souriait à ses anecdotes professionnelles, assistait aux réunions communautaires en épouse dévouée. Mais chaque instant lui donnait l'impression de jouer la comédie. Chaque contact avec son mari lui semblait déplacé alors qu'elle ne pensait qu'à Dev, qui habitait juste à côté. Dev est devenu de plus en plus imprudent au cours de ces 3 semaines. Il lui envoyait des SMS à toute heure, des messages qui faisaient battre son cœur à toute vitesse, de peur que Rajesh ne les voie. « Tu me manques. Quand est-ce que je peux te voir? Je ne supporte pas de te voir faire semblant avec lui. » Un soir, lors d'un dîner familial chez les Mehta, les yeux de Dev suivaient Priya dans toute la pièce, avec une intensité qui la terrifiait. Sunita l'a remarqué. Priya pouvait le voir dans l'expression de sa meilleure amie, qui était passée de la chaleur à quelque chose de plus dur, de plus vigilant. Après le dîner, pendant que les hommes regardèrent le cricket dans le salon, Sunita a pris Priya à part dans la cuisine. « Hein, que se passe-t-il entre toi et Dev ?»
demanda-t-elle doucement, la voix tendue par une émotion contenue. Les mains de Priya tremblaient, tandis qu'elle essuyait une assiette. « Rien, Didi. Je ne vois pas ce que tu veux dire. Ne me mens pas, Priya. Je te connais depuis 15 ans. Je vois comment il te regarde. Je vois comment tu évites de le regarder. » La voix de Sunita se brisa légèrement. « Dis-moi que je me trompe. S'il te plaît, dis-moi que j'imagine des choses. » Le moment s'étira entre elles, lourd de tout ce qui n'était pas dit. Priya voulait avouer, craquer et tout raconter à sa meilleure amie, lui demander de l'aide pour échapper à cette situation qui avait échappé à son contrôle depuis longtemps. Mais la peur la paralysait. « Tu imagines des choses, » murmura finalement Priya. « C'est ton fils, Didi. Comment peux-tu même penser... » « Parce que je connais mon fils, » l'interrompit Sunita, les yeux remplis de larmes. « Et je connais ce regard. Que Dieu nous vienne en aide, Priya, que Dieu nous vienne en aide. » Après cette nuit-là, Sunita cessa d'appeler. L'amitié facile qui avait soutenu Priya pendant 18 ans en Amérique s'évapora du jour au lendemain. Elle continuait à se saluer d'un signe de tête au temple, à échanger des plaisanteries guindées lorsqu'elles se croisaient dans la rue, mais la chaleur avait disparu, remplacée par une vigilance froide qui donnait la chair de poule à Priya. Ce que Priya ignorait, c'est que les soupçons de Sunita l'avaient poussée à agir. Incapable d'affronter directement son fils, terrifiée par ce que la vérité pouvait révéler, Sunita fit quelque chose qui allait déclencher une série d'événements menant à la tragédie. Elle installa une caméra. C'était un petit appareil, facile à cacher dans la couronne décorative qu'elle avait offerte à Priya pour Diwali, placé de manière à faire face à la porte d'entrée des Kumar. Sunita se disait qu'elle avait juste besoin d'une preuve, que ses soupçons étaient infondés, qu'elle était paranoïaque, que son fils bien-aimé et sa meilleure amie ne la trahiraient jamais d'une manière aussi innommable. Mais la caméra a tout filmé. Rajesh est retourné en Californie début janvier 2020. 2 jours plus tard, Dev était de retour chez Priya. Mais quelque chose avait changé entre eux. La romance s'était transformée en quelque chose de plus sombre, de plus désespéré. « Tu dois faire un choix », exigea Dev un après-midi de la mi-janvier, son jeune visage durci par une émotion que Priya commençait à reconnaître comme de l'obsession. « Soit tu le quittes et tu es avec moi, soit c'est fini entre nous. » « Dev, s'il te plaît, sois raisonnable, » supplia Priya. « On ne peut pas simplement... Les gens nous détruiraient. Ta mère a déjà des soupçons. Mes enfants, je me fiche de tout ça. » La voix de Dev s'éleva et Priya lui fit signe frénétiquement de se taire. « Je t'aime. Ça n'a pas d'importance. » Mais Priya commençait à réaliser que ce que Dev ressentait n'était pas de l'amour, mais de la possession. La différence d'âge qu'elle avait essayé d'ignorer lui semblait soudain énorme. Il avait 23 ans et pensait encore que le monde pouvait être remodelé par le désir et la volonté. Elle avait 42 ans, prise au piège entre 2 cultures, entre ses obligations, entre la vie qu'elle menait et celle qu'elle s'était brièvement autorisée à imaginer. « Je pense que nous devons mettre fin à tout ça, » dit Priya doucement. C'était une erreur, une terrible erreur. L'expression de Dev se transforma en quelque chose de laid. « Tu vas simplement me jeter, après tout ça ?»« S'il te plaît, Dev. Nous devons réfléchir à... » « Non !» l'interrompit-il d'une voix désormais glaciale. « Tu ne peux pas m'utiliser et ensuite retourner à ta petite vie parfaite. Si tu ne me choisis pas, tout le monde saura qui tu es vraiment. » La menace planait entre eux. Priya sentit le sang se glacer dans ses veines. « Tu n'oserais pas, » murmura-t-elle. « Essaie toujours, » dit Dev avant de sortir. Cette nuit-là, Priya ne parvint pas à dormir. Allongée dans son lit, elle fixait le plafond, contemplant la destruction qui s'abattrait sur elle si Dev mettait sa menace à exécution. Dans leur communauté indo-américaine conservatrice, une liaison avec le fils de sa meilleure amie, quelqu'un qui aurait pu être son propre enfant, serait impardonnable. Elle perdrait tout. Son mariage, le respect de ses enfants, sa place dans la communauté qui avait été son point d'ancrage dans un pays étranger. Le lendemain matin,
Elle vit Sunita quitter sa maison et leurs regards se croisèrent à travers la cour. L'expression sur le visage de Sunita en dit long à Priya. Sa meilleure amie avait vu les images de la caméra. La confrontation eut lieu par un matin gris de février. Priya était en train de mettre ses courses dans sa voiture lorsque Sunita apparut dans son allée, le visage masqué par une rage contenue que Priya n'avait jamais vue auparavant. « Il faut qu'on parle. Maintenant » dit Sunita d'une voix basse et d'un calme mortel. Les mains de Priya tremblaient tandis qu'elle fermait le coffre. « Sunita, Pas ici, à l'intérieur. À moins que tu ne veuilles que tout le quartier entende ce que j'ai à dire. » Elles s'assirent dans le salon de Priya, la même pièce où leur famille avait célébré d'innombrables fêtes ensemble, où leurs enfants avaient joué lorsqu'ils étaient petits, où elles avaient ri et pleuré et construit une amitié que Priya avait détruite. Sunita sortit son téléphone et appuya sur « Play ». La vidéo montrait Dev entrant dans la maison de Priya à 14h47 un mardi. Elle le montrait repartant à 17h23, sa chemise mal boutonnée. La date indiquée était celle d'il y a 3 jours. « Il y en a d'autres, » dit Sunita, la voix brisée. « Des semaines d'enregistrement. Mon fils, mon meilleur ami. » Elle leva les yeux, les larmes coulant sur son visage. « Comment as-tu pu ?»« Il a 23 ans, Priya. 23 ans. »« Je sais, » murmura Priya, incapable de la regarder dans les yeux. « Je sais et je suis désolé. Je suis vraiment, vraiment désolé. » « Désolé ?» Le rire de Sunita était amer. « Vous avez séduit mon fils et vous êtes désolé? Comprenez-vous ce que vous avez fait? À lui, à nos familles, à moi ?» J'ai essayé d'y mettre fin, dit Priya désespérément. Je lui ai dit que c'était une erreur. Mais il quoi? Une femme de 42 ans ne peut pas dire non à un garçon qui vient à peine de sortir de l'université. Sunita se leva et se mit à faire les 100 pas. Je te faisais confiance. J'ai laissé mon fils seul avec toi, pensant que tu étais sans danger, pensant que tu étais comme une deuxième mère pour lui. Ces mots étaient plus blessants que tous ceux que Priya avait jamais entendus. Une deuxième mère. C'est ce qu'elle aurait dû être. Au lieu de cela, elle était devenue quelque chose de monstrueux. « Qu'allez-vous faire ?» demanda Priya doucement. Sunita resta silencieuse pendant un long moment. « Je devrais le dire à Rajesh. Je devrais lui montrer ces vidéos. Je devrais dire à tout le monde au temple quel genre de femme vous êtes vraiment. S'il vous plaît, supplia Priya, ne faites pas ça. Mes enfants, Anjali et Arjun, ne méritent pas ça. Ils sont innocents. Et mon fils, était-il innocent quand tu as décidé de détruire sa vie? Il m'a menacé, dit Priya, les mots sortant précipitamment. Hier, quand j'ai essayé de mettre fin à notre relation, il a dit qu'il le dirait à tout le monde si je ne quittais pas Rajesh pour être avec lui. Il a dit « menteuse ». La voix de Sunita claqua comme un coup de fouet. « Mon fils ne ferait jamais ça. Tu essaies de lui faire porter le chapeau pour tes péchés. » Mais quelque chose dans l'expression de Priya a dû faire réfléchir Sunita, car sa colère a laissé place à l'incertitude. Elle connaissait son fils, elle connaissait son côté obsessionnel depuis son enfance, sa façon de se focaliser sur ce qu'il voulait, la crise qu'il avait piquée à 16 ans lorsqu'une fille l'avait rejeté. « Qu'a-t-il dit exactement ?» demanda lentement Sunita. Priya lui raconta la conversation, voyant le visage de Sunita pâlir à chaque mot. Lorsqu'elle eut terminé, elles restèrent assises dans un silence pesant. « Il est devenu obsédé par vous », finit par dire Sunita d'une voix creuse. « J'ai vu les signes ces dernières semaines, les sautes d'humeur, la colère, la façon dont il surveille constamment votre maison. » Elle regarda Priya avec quelque chose qui ressemblait à de l'horreur. « Qu'avons-nous créé ?» Avant que Priya n'ait pu répondre, leurs 2 téléphones vibrèrent simultanément. Un message dans leur groupe WhatsApp communautaire provenait de Madame Patel, qui habitait 3 maisons plus loin. Quelqu'un sait-il pourquoi il y a une voiture de police devant la maison des Kumar? Les 2 femmes se précipitèrent vers la fenêtre.
Une voiture de police du département d'Edison était effectivement garée devant la maison de Priya, et un officier se dirigeait vers sa porte d'entrée. « Je ne les ai pas appelés », dit rapidement Sunita, la peur remplaçant la colère dans sa voix. « Moi non plus », murmura Priya. La sonnette retentit. Priya répondit, les mains tremblantes, Sunita se tenant juste derrière elle. L'agent Chen était jeune, professionnel, son expression soigneusement neutre. « Madame Priya Kumar. »« Oui ?»« Madame, nous avons reçu un appel inquiétant concernant cette adresse. Puis-je entrer ?»« Quel genre d'appel ?» demanda Priya, l'esprit en ébullition. « Un jeune homme a appelé notre ligne non urgente pour signaler que quelqu'un à cette adresse était en danger. Il a dit qu'il y avait une situation impliquant des menaces et un risque de violence. Il nous a donné cette adresse et a dit que nous devions vérifier immédiatement si les résidents allaient bien. » Priya et Sunita échangèrent un regard. « Dev, ça ne pouvait être que Dev. »« Je ne comprends pas, » dit Priya avec prudence. « Il n'y a aucun danger ici, tout va bien. » L'agent Chen consulta ses notes. L'appelant s'est identifié comme étant Dev Mehta. Il a dit qu'il s'inquiétait pour vous, Madame Kumar. Il a mentionné une sorte de situation familiale avec votre mari. Le mensonge était brillant dans sa simplicité. Dev avait trouvé un moyen de créer un document officiel exprimant son inquiétude pour la sécurité de Priya, peut-être pour construire un récit selon lequel il était son protecteur et Rajesh, le méchant. C'était une manipulation à un niveau qui terrifiait les deux femmes. « Il n'y a pas de problème familial, » dit Priya fermement. « Mon mari travaille en Californie. Il n'est même pas ici. » L'agent Chen regarda les deux femmes, sentant clairement qu'il y avait plus à cette histoire, mais incapable de la poursuivre sans preuve d'un danger réel. « Et vous êtes ?»« Sunita Mehta, » dit-elle doucement. « La mère de Dev. »« Monsieur l'agent, je m'excuse. Mon fils traverse une période difficile sur le plan mental ces derniers temps. Cet appel était une erreur. Il n'y a aucun danger ici. » Après le départ de l'agent Chen, qui avait consigné l'appel et la réponse indiquant que tout était en ordre, les deux femmes restèrent debout dans l'embrasure de la porte, se regardant fixement. « Il va de plus en plus loin, » dit Sunita d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Il ne s'agissait pas seulement de menacer de le dire aux gens, il essaie de contrôler le récit, de se présenter comme le héros et Rajesh comme le méchant. « Que faisons-nous » demanda Priya. « Je ne sais pas, » admit Sunita. « Mais nous devons être très, très prudentes. Mon fils ne va pas bien, Priya, et je pense que nous n'avons vu que le début de ce dont il est capable. » Le comportement de Dev devint de plus en plus erratique au cours des 2 semaines suivantes. Il a commencé à se présenter chez Priya sans y être invité, restant parfois assis dans sa voiture de l'autre côté de la rue pendant des heures, se contentant de l'observer. Lorsque Priya refusait de lui ouvrir la porte, il lui envoyait des dizaines de SMS, dont le contenu oscillait entre déclarations d'amour et accusations furieuses. « Tu as ruiné ma vie et maintenant tu m'ignores ? Je t'aime. S'il te plaît, parle-moi. Tu vas le regretter. Je ne peux pas vivre sans toi. » Sunita a tenté d'intervenir, confrontant son fils à plusieurs reprises, mais Dev avait une réponse à tout. Il affirmait que Priya l'avait poursuivi, qu'elle était seule et vulnérable et qu'elle l'avait séduit. Il se présentait comme la victime de la manipulation d'une femme plus âgée. « Elle m'a dit qu'elle m'aimait », a insisté Dev auprès de sa mère lors d'une dispute houleuse. « Elle a dit qu'elle voulait quitter oncle Rajesh, et maintenant elle prétend que cela ne signifiait rien. » Sunita ne savait plus quoi croire. Les vidéos montraient Dev entrer et sortir, mais pas ce qui se passait à l'intérieur. Son fils semblait sincèrement bouleversé, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une sauvagerie, qui l'effrayait. Priya, quant à elle, était en train de s'effondrer. Elle ne pouvait ni manger ni dormir. Chaque bruit la faisait sursauter. Elle avait changé les serrures, mais Dev avait trouvé le moyen de lui laisser des messages. Glissés sous ses essuie-glaces, dans la fente de sa boîte aux lettres, voire dans sa boîte aux lettres. « Nous sommes faits l'un pour l'autre. Tu ne peux pas te cacher. Je te ferai voir la vérité. » Le 28 février,
Rajesh a appelé pour dire qu'il rentrait à la maison pour le week-end. Il avait senti que quelque chose n'allait pas dans la voix de Priya lors de leurs derniers appels et voulait voir comment elle allait en personne. Lorsque Dev a vu la voiture de Rajesh s'engager dans l'allée ce vendredi soir-là, quelque chose en lui s'est brisé. Depuis la fenêtre de sa chambre, il a regardé Rajesh embrasser Priya, les a vus entrer ensemble dans la maison, puis les lumières s'allumer dans leur chambre. Cette nuit-là, Dev a pris une décision. S'il ne pouvait pas avoir Priya, il ferait en sorte que Rajesh ne puisse pas l'avoir non plus. Le plan se forma dans son esprit avec une clarté qui aurait dû l'effrayer, mais qui lui procura plutôt un sentiment de soulagement. Il avait accès à la maison des Kumar. Il avait aidé à installer leur système de sécurité quelques mois auparavant et connaissait tous les codes. Il connaissait les habitudes de Rajesh, savait qu'il faisait son jogging seul tous les matins à 6 heures, empruntant toujours le même chemin à travers le parc voisin. Mais le plan de Dev avait un défaut fatal. Il avait sous-estimé à quel point sa mère le surveillait désormais de près. Sunita avait remarqué l'obsession qui consumait son fils. Elle avait trouvé des choses inquiétantes dans sa chambre. Des photos de Priya imprimées et disposées sur son mur, un journal rempli de fantasmes sur leur avenir ensemble, des notes détaillées sur l'emploi du temps de Rajesh. Elle avait même trouvé des recherches Internet sur son ordinateur portable. Comment faire croire à un accident? Poison indétectable. Jogger agressé dans un parc. Le matin du 1er mars, Sunita vit son fils quitter la maison à 5h30, vêtu de vêtements sombres et portant un sac à dos. Elle savait, grâce à son terrible instinct maternel, exactement où il allait. Elle avait deux choix, appeler la police et détruire la vie de son fils, ou essayer de l'arrêter elle-même. Elle fit le mauvais choix. Sunita a pris ses clés de voiture et a suivi la voiture de Dev qui se dirigeait vers l'entrée du parc. Elle a essayé de l'appeler, mais il n'a pas répondu. Elle lui a envoyé un SMS. « Dev, s'il te plaît, ne fais pas ça, rentre à la maison. » Mais Dev était désormais hors de raison. Dans son esprit, il était le héros de cette histoire, sauvant Priya d'un mariage sans amour. Rajesh était l'obstacle, le méchant qui les séparait. Alors que le soleil commençait à se lever sur Edison, dans le New Jersey, 3 personnes se sont retrouvées au même endroit. Rajesh, qui faisait son jogging matinal, Dev, qui attendait dans l'ombre, le cœur rempli de violence, et Sunita, qui courait pour empêcher une tragédie qu'elle avait involontairement contribué à créer. Ce qui s'est passé ensuite a choqué la communauté et fait la une des journaux dans la région des 3 États. À 6h15, en cette froide matinée de mars, la piste de jogging du parc Roosevelt était déserte. Rajesh Kumar courait avec ses écouteurs, son souffle formant des nuages blancs dans l'air vif, sans se douter qu'il était traqué. Dev s'était posté derrière un groupe d'arbres près du milieu du parcours, là où le chemin tournait et où la visibilité était limitée. Son cœur battait à tout rompre tandis qu'il serrait dans sa main le démonte-pneus qu'il avait pris dans sa voiture. L'arme lui semblait lourde, si réelle que ses recherches sur Internet lui paraissaient soudain puériles et lointaines. Mais alors que les pas de Rajesh se rapprochaient, le doute s'insinua en lui. C'était son oncle Rajesh, un homme qui avait accueilli Dev chez lui d'innombrables fois, qui lui avait donné des conseils professionnels, qui l'avait traité comme un membre de sa famille. Les mains de Dev se mirent à trembler. Puis il pensa à Priya dans les bras de Rajesh, dans le lit de Rajesh, et la rage revint, balayant ses hésitations. Rajesh a tourné au coin de la rue. Dev est sorti de derrière les arbres. Mais avant qu'il n'ait pu brandir le démonte-pneus, une voiture a freiné brusquement dans le parking à 50 mètres de là. Sunita en est sortie en hurlant le nom de son fils, avec un désespoir qui a brisé le silence matinal. « Dev, non !» Rajesh s'est arrêté, confus, retirant ses écouteurs. Il vit Dev debout, le démonte-pneus levé, vit Sunita courir vers eux, et à ce moment-là, tout s'expliqua. La tension étrange qu'il avait ressentie à la maison, le comportement nerveux de Priya, la façon dont Dev avait regardé sa femme pendant ce dîner en janvier. « Toi !» souffla Rajesh, comprenant soudain tout. « Toi et Priya !» Elle-même
dit Dev, mais sa voix se brisa. Elle veut être avec moi, mais toi, tu l'emprisonnes dans ce mariage. Tu l'ignores. Tu ne la mérites pas. Dev, pose cette arme, supplia Sunita en les rejoignant à bout de souffle. S'il te plaît, Beta, ce n'est pas toi. Ce n'est pas qui tu es. Tu ne comprends pas, maman, dit Dev, les larmes coulant maintenant sur son visage, le démon de pneu tremblant dans sa main. Je l'aime. Elle est tout pour moi, et lui, il la prend pour acquise, comme si elle n'était rien. Rajesh resta immobile, digérant cette trahison, sa femme et le fils de son voisin. Le garçon qu'il connaissait depuis l'enfance. La rage qu'il aurait dû ressentir était étrangement absente, remplacée par une lucidité froide et cristallisée. « Depuis combien de temps ?» demanda-t-il calmement. « Depuis l'été dernier, » répondit Dev, comme si le fait de se confesser pouvait aider Rajesh à comprendre. « Nous ne l'avons pas fait exprès, mais nous sommes tombés amoureux. Un amour véritable, pas comme celui que vous avez avec elle. Et tu penses qu'en m'attaquant, elle t'aimera ?» La voix de Rajesh était mesurée, contrôlée. « Tu penses qu'elle voudrait être avec quelqu'un capable de faire ça ?» La question sembla pénétrer la fureur de Dev. Sa prise sur le démon de pneu se relâcha légèrement. « Elle comprendrait ?» dit Dev, mais il semblait moins sûr de lui à présent. « Une fois que tu seras parti, elle sera libre. Nous serons libres. »« Dev !» dit Sunita en s'approchant, d'une voix douce, celle qu'elle utilisait quand il était enfant, et qu'il se réveillait en pleine nuit à cause de cauchemars. « Réfléchis à ce que tu dis. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'obsession. Et si tu fais du mal à Rajesh, Priya ne te le pardonnera jamais. Tu sais que c'est vrai. » Pendant un instant, les paroles de Sunita semblèrent le toucher. Les épaules de Dev s'affaissèrent et le démon de pneu s'abaissa. Puis, tout dérapa. Le véhicule d'un garde forestier a tourné au coin de la rue, attiré par les cris de Sunita. Voyant un homme brandissant une arme et menaçant d'autres personnes, le garde forestier a immédiatement appelé des renforts et a crié à Dev de lâcher son arme. L'apparition soudaine des forces de l'ordre a déclenché quelque chose chez Dev. Tout son plan minutieux, son fantasme de sauvetage héroïque, s'est effondré dans la panique. Il n'était pas un héros. Il était un criminel pris en flagrant délit. « C'est ta faute !» a crié Dev à Rajesh, en levant à nouveau le démon de pneu. « Tout ça, c'est à cause de toi !» Il s'est précipité. Rajesh, qui avait passé 2 décennies à travailler dans des entreprises américaines, mais qui avait grandi dans les rues difficiles de Mumbai, a réagi instinctivement. Il s'est écarté et a frappé Dev au visage de toutes ses forces. Dev trébucha en arrière, le nez en sang. Mais au lieu de tomber, il brandit sauvagement le démon de pneu. Le métal heurta l'épaule de Rajesh, et un craquement audible se fit entendre. Sunita hurla et se jeta entre eux, saisissant le bras de son fils. « Arrête, je t'en prie, Dev, arrête !» Mais Dev avait désormais perdu toute raison. Il repoussa sa mère avec une force incroyable, et Sunita tomba lourdement sur le chemin en béton. Sa tête heurta le sol avec un bruit sourd, écœurant. Ce bruit fit tout s'arrêter. Dev fixait le corps immobile de sa mère, le démon de pneu tombant de ses mains et cliquetant sur le trottoir. Du sang s'écoulait sous la tête de Sunita, sombre et s'étalant. « Maman ?» La voix de Dev était faible, enfantine. « Maman, lève-toi, s'il te plaît, lève-toi !» Rajesh, se tenant l'épaule cassée, tituba jusqu'à Sunita. Il vérifia son pouls, la main tremblante. Il était là, mais faible et irrégulier. Le garde forestier était à sa radio, appelant les ambulances et les renforts de police, la voix pressante. Dev tomba à genoux à côté de sa mère, les mains suspendues au-dessus d'elle, mais effrayé de la toucher, comme si le contact pouvait rendre la réalité plus réelle. « Je ne voulais pas, maman, je ne voulais pas !» Les sirènes de police hurlaient au loin, se rapprochant. Dev leva les yeux vers Rajesh, le visage jeune strié de larmes et les mains couvertes du sang de sa mère. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» murmura-t-il. « Tu as tout détruit, » répondit Rajesh doucement, la voix creuse de choc et de douleur.
Alors que les premières voitures de police arrivaient en crissant dans le parking, les agents sortant avec leurs armes à la main, Dave resta à genoux à côté de sa mère, répétant sans cesse « Je ne voulais pas, je ne voulais pas, je voulais juste être avec elle ». Mais les intentions n'avaient plus aucune importance désormais. Seules les conséquences restaient. Sunita Mehta est décédée 3 heures plus tard à l'hôpital universitaire Robert Wood Johnson sans avoir repris conscience. Le choc de sa chute lui avait causé un grave traumatisme crânien et malgré une intervention chirurgicale d'urgence, les dommages étaient irréversibles. Dave a été arrêté sur les lieux et accusé d'agression aggravée et d'homicide involontaire par imprudence. Assis dans la salle d'interrogatoire du département de police d'Edison, encore couvert du sang de sa mère, il a tout avoué. Sa liaison, son obsession, son projet de faire du mal à Rajesh, le terrible accident qui avait coûté la vie à la seule personne qui avait tenté de le sauver. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe dans la communauté indo-américaine. À midi, tous les temples, tous les groupes WhatsApp, tous les lieux de rassemblement communautaire bruissaient du scandale. La tragédie Kumar Mehta est devenue un récit édifiant raconté à voix basse, une histoire qui avait tout. Amour interdit, différence d'âge, trahison et mort. Priya a appris la mort de Sunita par la police qui s'est présentée à sa porte cet après-midi-là. Les agents Martinez et Patel se tenaient dans son salon et lui ont annoncé que sa meilleure amie était morte, que son amant était en détention, que son mari était à l'hôpital avec une épaule cassée et un possible syndrome de stress post-traumatique. Elle s'est effondrée. Quand Anjali et Arjun sont rentrés de l'école, ils ont trouvé leur mère allongée sur le sol, entourée de policiers et de voisins, complètement catatoniques. Les deux adolescents ne comprenaient pas ce qui se passait. Pourquoi leur mère ne leur répondait pas? Pourquoi Madame Mehta, leur voisine, était morte? Pourquoi leur père était à l'hôpital? La vérité a été révélée petit à petit au cours des jours suivants, lorsque les rapports de police ont été rendus publics et que les aveux de Dave ont été divulgués à la presse. Le journal Edison Patch a publié le titre suivant « Une liaison interdite se termine en tragédie. Une mère de la région meurt après avoir été agressée par son fils. » Les journaux indo-américains ont été moins diplomates. Honte et mort sur Maple Street. Anjali, âgée de 16 ans et en train de préparer son entrée à l'université, a lu les détails en ligne avec une horreur grandissante. Sa mère et Dave Mehta. Sa mère avait détruit leur famille, avait détruit la famille Mehta, et pourquoi? Pour une liaison avec quelqu'un à peine plus âgé qu'Anjali elle-même? « Je te déteste », a déclaré Anjali lorsqu'elle a finalement confronté sa mère 3 jours plus tard. « Je te déteste pour ce que tu nous as fait à papa, à Madame Mehta. Elle est morte à cause de toi. » Priya n'avait aucune défense. Sa fille avait raison. Sunita était morte. La vie de Dev était détruite. Rajesh ne lui pardonnerait jamais et leurs enfants porteraient cette honte pour toujours. Arjun, 13 ans, essayant de surmonter un traumatisme pour lequel il n'avait aucun repère, a simplement cessé de parler. Il ne parlait plus à sa mère, ne parlait plus aux conseillers envoyés par l'école, ne parlait plus à personne. Il se déplaçait dans la maison comme un fantôme, et Priya regardait, impuissante, son fils disparaître dans le silence. Rajesh rentra de l'hôpital 4 jours après l'incident. Il passa devant Priya sans un mot, monta à l'étage dans la chambre principale et commença à faire ses valises. Son épaule était en écharpe et chaque mouvement lui causait manifestement de la douleur, mais il travaillait méthodiquement, en silence. « Rajesh, s'il te plaît », a finalement dit Priya depuis le seuil de la porte. « Laisse-moi t'expliquer. » Il s'est tourné vers elle et le vide dans ses yeux était pire que la colère aurait pu l'être. « Expliquez quoi, Priya? Que tu as eu une liaison avec un garçon de 23 ans, que tu as détruit notre famille, que Sunita est morte à cause de tes choix? Je n'ai jamais voulu que tout cela arrive. J'ai essayé d'y mettre fin, Tu n'aurais jamais dû commencer, dit Rajesh d'un ton neutre. Tu as 42 ans, tu es mère. C'était le fils de notre voisin, un garçon que nous avons vu grandir. Quel genre de personne fait ça? Une personne seule, murmura Priya.
une personne qui se sentait invisible dans sa propre vie. Alors tu aurais dû m'en parler, tu aurais dû demander de l'aide, tu aurais dû faire n'importe quoi d'autre que séduire un enfant et détruire tout ce que nous avions construit. Il ferma sa valise. Mon avocat te contactera au sujet du divorce. Je veux la garde exclusive d'Arjun et d'Anjali. Tu ne peux pas me prendre mes enfants, dit Priya, la panique montant dans sa voix. Regarde-moi faire, répondit Rajesh. Quel juge accordera la garde à une femme dont la liaison a conduit à la mort de quelqu'un? Tu auras de la chance si tu obtiens un droit de visite supervisé. Il avait raison, et ils le savaient tous les deux. Le procès de Dev Mehta fit sensation dans les médias. L'accusation soutint que son obsession pour Priya Kumar l'avait conduit à une tentative de meurtre avec préméditation. La défense invoqua une capacité diminuée, due à la manipulation émotionnelle d'une femme plus âgée qui l'avait manipulée. Priya fut appelée à témoigner. Elle s'assit à la barre des témoins et dit la vérité. Leur liaison était réciproque. Elle y avait consenti. Elle était responsable de tout ce qui s'était passé. Elle refusa de laisser les avocats de Dev la dépeindre comme une prédatrice, ou lui comme une victime innocente. « Nous avons tous deux fait des choix terribles », témoigna-t-elle d'une voix ferme, malgré les centaines de regards qui la jugeaient depuis la tribune. « Mais je suis une femme de 42 ans qui savait mieux que lui. Lui, c'est un jeune homme de 23 ans qui pensait être amoureux. C'est moi qui suis responsable. » Son témoignage détruisit le peu qui restait de sa réputation, mais aida Dev dans son procès. Il fut reconnu coupable d'homicide involontaire et de voies de faits graves, mais échappa à l'accusation de tentative de meurtre. Il fut condamné à 8 ans de prison. Le jour du verdict, Priya était assise au fond de la salle d'audience et regardait Dev être emmené menotté. Il la regarda une fois, et elle vit dans ses yeux ni amour ni haine, mais quelque chose de pire, le regret et la terrible prise de conscience de tout ce qu'ils avaient perdu. 6 mois plus tard, Priya était assise seule dans un petit appartement à Newark, à une trentaine de kilomètres d'Edison. Elle avait perdu la maison lors du divorce, perdu la garde de ses enfants à l'exception de visites supervisées 2 fois par mois, perdu tous ses amis dans la communauté. Anjali refusait de la voir. Arjun venait lui rendre visite, mais ne lui adressait toujours pas la parole. Elle avait trouvé un emploi de caissière dans une épicerie, utilisant une version abrégée de son nom de jeune fille afin que les clients ne la reconnaissent pas. Chaque jour, elle se réveillait dans son petit appartement et faisait face au poids de ses choix. La communauté indo-américaine était passée à d'autres scandales, d'autres tragédies. Mais parfois, au temple ou lors d'événements communautaires, les gens chuchotaient lorsque l'affaire Kumar était mentionnée, et les parents s'en servaient comme avertissement à leurs enfants. Voilà ce qui arrive quand on oublie qui on est. Voilà ce qui arrive quand on fait honte à sa famille. À la date anniversaire de la mort de Sunita, Priya se rendit seule au cimetière. Elle se tint devant la tombe de son ancienne meilleure amie et prononça les mots qu'elle n'aurait jamais pu dire de son vivant. « Je suis désolée, Didi. Je suis tellement, tellement désolée. Tu as essayé de nous sauver tous, et je t'ai laissé mourir à cause de mes erreurs. Je vis avec cela tous les jours. Je vivrai avec cela pour le reste de ma vie. » Le vent emporta ses paroles, et Priya retourna à sa voiture, retrouvant la petite vie tranquille qui était tout ce qui lui restait, une vie construite sur les ruines de tout ce qu'elle avait détruit.